Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, également TV5 Monde. Notre invité politique aujourd'hui, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la formation Nouvelle Les Patriotes. Vous êtes député européen. Vous êtes conseiller départemental du Grand Est. Et pour pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat et Nathalie Mouret du groupe EBRA qui représente donc le Républicain Lorrain ce matin sur Absolument, ce plateau. bonjour. Journal que vous connaissez bien, Florian Philippot. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis plusieurs jours, on assiste à une polémique sur Charlie Hebdo et Mediapart suite à la une de Charlie Hebdo sur Tariq Ramadan. Vous êtes plutôt Mediapart ou plutôt Charlie, vous ? Je trouve d'abord assez... je n'ai pas du tout apprécié les propos pour vous répondre de Edwy Plenel, que j'ai trouvé assez lamentable. Edwy Plenel. Edwy Plenel, pardon, oui, assez lamentable encore plus en cette période de commémoration, mais globalement lamentable. On doit être extrêmement clair avec le fondamentalisme islamiste, et évidemment, quand on s'en prend au fondamentalisme islamiste, on ne s'en prend pas aux musulmans. Et faire croire cela, c'est terrible parce que c'est une forme d'amalgame, alors que ce sont les premiers à dire qu'il faut combattre les amalgames. Donc vous voyez, c'est absolument... Vous êtes d'accord avec Manuel Valls qui accuse Edwy Plenel de complaisance et de complicité intellectuelle avec le terrorisme ? Alors, je vais pas aller jusque-là parce que c'est la deuxième partie de ma réponse. En même temps, je trouve cette polémique triste, quoi. Je veux dire, on parle quand même d'un journal qui s'est fait décimer en grande partie. C'est terrible. On parle d'attentats, les commémorations du 13 novembre, le Bataclan, tout ce qui s'est passé. On n'a pas oublié Nice, on n'a pas oublié tout le reste. Et on parle de morts. Et on en est là. On en est dans des petites polémiques entre journalistes, entre éditorialistes, entre polémiciens. Et ça, je pense que ça n'est pas au niveau. Ce qu'on doit simplement maintenant faire, c'est être unis sur le constat. Je pense que personne ne remet en cause aujourd'hui, normalement, la dangerosité du fondamentalisme islamiste, de cette idéologie. Je sais que quelques uluberlus continuent de dire que l'islamisme, ça n'est pas grave. Bah écoutez, je sais pas ce qu'ils doivent faire, mais bon, ça me paraît grave de dire ce genre de choses, pour le coup. Mais maintenant, il faut agir. Voilà, on doit agir. Et là, c'est là que le bas blesse. Et là, on n'est plus au niveau des journalistes, on est au niveau des politiques. Agir sur ce qu'il faut faire contre cette idéologie, contre le terrorisme et pour sécuriser notre pays. Mais est-ce que le président de la République doit s'exprimer ? Mais il le fait régulièrement sur la question. Sur ce sujet-là, parce qu'on voit bien qu'au-delà de cette polémique, il y a un sujet sur la laïcité. Oui, non, qu'il ne s'exprime pas sur cette polémique. Je pense que ce serait pour le coup pas au niveau, mais qu'il donne des orientations claires. Est-ce qu'il va, oui ou non, fermer les 150 mosquées salafistes ? Écoutez, j'entendais ce matin s'exprimer l'ancien maire socialiste, il est toujours député, M. Pupponi, de Sarcelles, toujours conseiller municipal, et il dit dans ma ville, il y a de plus en plus d'associations en fait salafistes, mais d'aide aux devoirs, de soutien social pour les parents, qui remplacent l'État et la République dans ces quartiers. Et évidemment, alors en même temps, ils apportent une solidarité, parfois une aide sociale, parfois même il y a de gros moyens derrière ces associations, il faudrait savoir d'où ça vient, mais en même temps, elles endoctrinent. En même temps, et il racontait lui-même, ce sont des petites filles qui sont voilées à 5 ans. Alors, est-ce que l'État, décemment, M. Macron, décemment, peut laisser ça ? Peut entendre cela de la part d'un élu de la République et ne pas réagir ? Mais ça se produit à Sarcelles, ça se produit dans d'autres villes, et ça se produit dans d'autres quartiers. Est-ce qu'on va, oui ou non, réagir ? Parce que ça, c'est le terreau du terrorisme. S'il n'y a pas ce terreau fondamentaliste, il n'y a pas... il y a en tout cas beaucoup moins de facilité pour le terrorisme. Emmanuel Macron, il a présenté avant-hier ces mesures en matière de politique de la ville. Ça fait 40 ans que les gouvernements prennent des mesures en faveur de la politique de la ville. Est-ce que le plan d'Emmanuel Macron, selon vous, sera le bon ? Je pense qu'il ressemble beaucoup au précédent, qu'il y a malheureusement déjà des reculs, par exemple sur le dédoublement de classes, puisqu'il devait le faire en 2 ans. Il l'avait annoncé en tant que candidat et finalement ce sera au mieux sur 5 ans, là en tant que président. Il y a 4 problèmes dans ces quartiers. Il y a la désindustrialisation et le chômage de masse, comme partout en France, mais il y a des poches à chômage encore plus fortes, notamment chômage des jeunes. Il y a le problème du recul des services publics, aussi dans les campagnes, mais aussi dans des banlieues. Il y a le problème de l'insécurité qu'on a laissé prospérer, et il y a le problème de ces poches à ghetto, liées à une immigration non maîtrisée. Donc il faut répondre à ces 4 défis. Et c'est une grande politique nationale qui pourra le faire. On n'est plus au niveau d'une politique... n'y répond pas ? Non, parce qu'il reste dans une vision un peu passéiste, d'une politique sectorielle
c'est beaucoup trop petit. Il faut une grande politique nationale de réindustrialisation, de remise en sécurité et d'arrêt de cette immigration chaotique, d'organisation des choses, de retour du service public et de l'État. On parlait tout à l'heure des associations salafistes, de retour de l'État, mais aussi des transports, de la santé, mais concrètement, de la sécurité. comment on fait pour faire revenir la politique dans ces quartiers? Puisque Emmanuel Macron l'a dit avant-hier, il a reconnu que la République avait démissionné dans certains quartiers. Donc, comment on fait concrètement? Vous dites un grand plan supplémentaire, mais concrètement... Non, moi je ne dis pas un plan banlieue ou quoi que ce soit. Je pense qu'on en est au niveau d'un plan, d'une politique de nation. Comment on réindustrialise la France? Certainement pas avec la politique actuelle qui voit les délocalisations se poursuivre et qui touche en premier les zones qui sont déjà les plus au chômage. Donc il faut du patriotisme économique. Il faut aider massivement les créateurs d'entreprises. Et il y en a beaucoup aussi dans ces quartiers qui ne sont pas forcément soutenus ou financés les 2 premières années, là où ils en ont le plus besoin pour leur start-up, pour leur petite PME, pour leur c'est-à-dire qu'il faut faire primer l'économie sur le social? Mais je pense qu'il faut rallumer globalement l'économie française et ça profitera en premier aux zones où il y a le plus de chômage. Et ensuite, il faut arrêter de se voiler la face sur les questions d'insécurité et de ghettoisation. Il se voile la face, le président de la République? Oui, mais tous les gouvernements, depuis des années et des années, ne veulent pas voir que de toute façon, une entreprise n'ira pas s'installer ou un service public comme un bus ou un médecin ou de la santé n'iront pas facilement s'installer dans des quartiers où il y a une insécurité plus forte, où il y a des trafics, où il y a des ghettos. Et je ne dis pas que tous les habitants de ces quartiers sont concernés. Évidemment, une majorité ne le sont pas et sont victimes de cela. Mais là, il n'y a pas d'autre solution que de remettre de l'État. Et remettre de l'État de droit de manière très claire. Et vous voyez bien que ça dépasse la politique sectorielle de la ville. C'est remettre des effectifs de police et de gendarmerie. C'est retrouver pour la France des frontières nationales pour arrêter une immigration qu'on ne maîtrise plus et qui produit du communautarisme et du ghetto. Et cela, je pense que voilà, c'est pas la politique de la ville, tout ça. Il y a des choses à faire dans des quartiers. Des incitations fiscales, non? On en a fait beaucoup, on a fait les zones franches, ça fait 25 ans qu'on fait cela. Je ne dis pas que tout est inefficace. Moi, je pense il y a des rapports, beaucoup de rapports qui ont déjà été faits sur la question. Les rapports font des plus et des moins. On garde le plus, les moins, il faut les corriger. Mais surtout, il faut que la France retrouve une ambition nationale. Ça aidera ces quartiers, ça aidera aussi la ruralité. Ça aidera en réalité toutes les zones qui sont défavorisées. Autre sujet, Florian Philippot, Emmanuel Macron était hier en déplacement à Bonn à l'occasion de la COP23. Il a dit que le seuil de l'irréversible avait été franchi. Est-ce qu'il est trop tard pour sauver la planète? Non, si nous disons cela, nous sommes perdus. Non, il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits, des espèces végétales, animales qui ont disparu. J'ai vu là près de 500 millions d'oiseaux qui étaient morts en Europe. Enfin, tout ça... C'est terrible, c'est honteux qu'on laisse ça aux générations qui viennent d'ailleurs, mais on doit agir concrètement. Si M. Macron veut agir concrètement, qu'il arrête tout de suite, qu'il retire la France du traité CETA. Voilà. Et encore, on a commencé les négociations avec le Japon pour un autre traité de libre-échange Union européenne-Japon, le JAFTA, qu'on arrête tout cela. Moi, quand j'entends le même jour où M. Macron est à la COP23, son ministre de l'Agriculture dire « écoutez, s'il y a du bœuf aux hormones qui arrive en France à cause du traité CETA », puisque le bœuf aux hormones, il est interdit à la production en France, on informera les consommateurs sur l'étiquetage. Mais c'est irresponsable de dire cela. On ne veut juste pas de bœuf. Selon vous, il y a une différence entre ces discours à l'international et ces actes sur le plan national. Il y a beaucoup de grandes intentions. Il y a des choses qui sont faites aussi. Moi, les énergies renouvelables avancent, heureusement. Il y a des choses. La première énergie qu'on doit épargner, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, il y a des choses à faire sur l'isolation de l'habitat ancien notamment. Mais surtout, il y a une grande politique de fond qui n'est pas menée. Et là, il y a même une hypocrisie. Quand on continue les grands traités de libre-échange où on va produire à des milliers de kilomètres, parfois dans des pays qui n'ont pas de normes environnementales ou très peu, alors en fait on tue la planète. On tue l'emploi et on tue la planète. Donc ces grands traités sont pollueurs, il faut y mettre fin, il faut relocaliser l'économie, produire et consommer au plus près. Et c'est comme cela aussi qu'on fera un meilleur respect de l'environnement. C'est Florian Philippot, le président de la formation Les Patriotes, conseiller régional du Grand Est et député européen, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Vous êtes aussi le président des Patriotes, je viens de le dire. Vous êtes en train de transformer votre mouvement en parti. Vous êtes combien d'abord ? Oui, nous sommes un mouvement politique, donc juridiquement un parti, mais même si nous autorisons beaucoup de choses que n'autorisent pas les partis, donc on se considère comme plus moderne. On est aujourd'hui plus de 5000 adhérents à jour. Et nous sommes en train de nommer nos référents départementaux. Nous avons annoncé, elle est en ligne sur notre site, notre charte des patriotes, qui est notre grande philosophie, très tournée vers l'avenir, très connectée à la société française de 2017. Vous vous sentez moins audible que quand vous étiez au Front National ou pas ? Non, je me sens plus audible, vous voyez, parce que je pense que le Front National, aujourd'hui, en tout cas les derniers mois où j'y étais,
d'ailleurs on m'a mis pour cela dehors et je suis parti pour cela, n'est plus audible sur rien parce qu'il ne sait plus ce qu'il pense sur rien. Donc, notamment sur la souveraineté nationale, sur l'Union européenne, ils sont complètement perdus et ils renvoient à chaque fois à un « on verra ». Bon, écoutez, moi je crois qu'on ne peut pas dire « on verra » aux Français. C'est ça votre espace politique, c'est de prendre la place du Front National et d'essayer de vous faire une petite place entre ce qui va rester du Front National et les Républicains. Ah non, pas du tout. Moi, je ne raisonne pas du tout comme cela. Moi, je m'adresse dans un grand rassemblement des Français qui viennent de la droite ou de la gauche, dans un projet très républicain et qui soit très clair, très tourné vers l'avenir. Et moi, je ne veux pas du tout remplacer quiconque. Je pense qu'aujourd'hui, le patriotisme français, qui suppose une France libre, indépendante, une France qui soit belle, qui soit grande, qui respecte aussi son modèle social, ce patriotisme, il peut être moderne et rassembleur. Et il peut être professionnel, crédible. C'est exactement ce que nous construisons, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable opposition face au rouleau compresseur Macron. Il n'y en a pas. Mais avec qui, Florent Philippot, parce que... Allez-y. Non, je dis, on a beaucoup de déprimés. Enfin, Mélenchon est déprimé, le Front National est devenu inaudible et incohérent. Moi, je pense que nous avons, nous les patriotes, l'ambition d'être le pivot central de cette opposition et en même temps de cette alternative à la politique mondialiste, européiste, ultralibérale de Macron. Est-ce que vous n'êtes pas trop sur cette ligne? Nicolas Dupont-Aignan a lancé une plateforme, Les Amoureux de la France, qui est destinée à faire l'union des droites. Est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur vos plates-bandes? Mais je ne suis pas favorable à l'union des droites, je suis favorable au rassemblement des patriotes. Et je pense qu'il y a des patriotes Marine Le Pen. Aussi à gauche, et qu'il y a des patriotes à droite, à gauche. Et vous avez vu d'ailleurs, c'est un sondage qui l'a démontré hier, mais on le sent tous simplement en discutant avec les gens, il y a de plus en plus de Français qui se déclarent ni à gauche, ni au centre, ni à droite. Voilà. Il y en a même beaucoup plus maintenant qui sont sur ce positionnement que se déclarant à gauche ou se déclarant à droite. Et évidemment, parce que ce clivage, il est fini. Macron ne s'est pas fait élire à gauche ou à droite. Il s'est fait élire sur l'idée que la France était quand même terminée. Donc Nicolas Dupont-Aignan... Il faut la remplacer partout par l'Europe, sur la défense, sur l'économie, sur l'immigration. Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas un allié potentiel. Nicolas Dupont-Aignan, il faut discuter avec lui, bien sûr. Vous discutez avec lui? On a des points de convergence et de divergence. Oui, on a déjà, bien sûr qu'on a discuté, mais c'est important de discuter, mais aussi avec tous ceux qui se disent encore gaullistes, qui peuvent être républicains, tous ceux qui sont patriotes et qui sont peut-être encore dans des mouvements de gauche ou qui sont récemment déçus par la France insoumise. Il faut discuter avec tous ces Français. C'est comme cela qu'on aura une majorité. Il faut être sérieux. Si vous voulez, il faut un projet sérieux et crédible, parce que sinon Macron gagnera à tous les coups si on est comme ça dans l'incantation ou pas dans le sérieux, comme le sont d'autres mouvements. Florian Philippot, il faut de l'argent. Oui. Comment vous faites? Nous n'avons pas de financement public. Parce que nous n'avions pas de candidats, nous n'existions pas encore au moment des élections législatives. On fait avec nos adhérents et avec ceux qui veulent bien nous donner dans le respect de la loi. C'est-à-dire que tout ça est limité et encadré, mais c'est vrai qu'on essaie de faire avec beaucoup d'énergie, de compétences, on n'en manque pas, et de bonne volonté. Mais c'est vrai que nous sommes infiniment moins riches que les grosses formations, les gros partis politiques. Vous disiez tout à l'heure que le Front National n'était pas audible. Or, le Front National a dévoilé cette semaine sa plateforme, son questionnaire pour les militants. Est-ce que vous l'avez lu, ce questionnaire? J'ai vu des extraits dans la presse, je vous avoue que... Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sur ce questionnaire que va être refondé le Front National, ou c'est juste un affichage et de la communication? Ce questionnaire est très orienté. On voit qu'il vise à revenir en arrière, abandonner la souveraineté nationale, la souveraineté monétaire, se reconcentrer sur l'immigration et se repositionner sur l'échelle gauche-droite, très à droite, puisqu'on demande aux adhérents eux-mêmes de s'y positionner. Voilà, je pense que chacun a compris quel était le but réel de ce questionnaire, mais c'est leur affaire, ça n'est plus la mienne. Et puis je crois qu'ils ont nommé une vingtaine d'ambassadeurs. Un dernier mot quand même sur ce sujet du Front National. On a beaucoup parlé du bilan des 6 mois d'Emmanuel Macron. Quel bilan vous faites, vous, des 6 mois de Marine Le Pen, qui se voulait être la première opposante à Emmanuel Macron? Mais moi, je suis plus intéressé par les 6 mois d'Emmanuel Macron, parce que c'est Emmanuel Macron qui est président de la République. Et je fais le bilan qu'il y a un désert de l'opposition et qu'il faut y répondre. Justement, on peut faire des choses... Vous voyez, quand je vois Castorama, Brico Dépôt qui délocalise 500 emplois en Pologne, que dit Macron? Que fait son gouvernement? Rien. Il ne peut rien faire, puisque c'est intra-Union européenne, qu'on n'a pas le droit de faire du patriotisme économique. Eh bien, inversons cela. Faisons du patriotisme économique. Faisons un grand moratoire, d'ailleurs, sur les délocalisations. Regardons au cas par cas si elles sont justifiées ou pas. Et on verra que dans de nombreux cas, c'est simplement des délocalisations boursières. Et puis mettons en place une taxe dissuasive pour tout produit issu d'une délocalisation qui reviendrait en France. Ça, c'est ce que font les grandes puissances qui sont maîtresses de leur destin. Nous, on ne peut pas le faire, on est un pays entravé. Vous parliez de l'incarnation de l'opposition. Dans un mois, Laurent Wauquiez sera, selon toute vraisemblance, le patron des Républicains. Est-ce que ça vous inquiète? Non,
Non, il fait une campagne qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire une campagne d'enfumage. Mais il est sur un positionnement très droitier. Oui, mais enfin, il fait en fait... il explique, je crois qu'il a expliqué qu'il voulait récupérer la souveraineté de la France en matière d'immigration. Il explique qu'il fait claquer le drapeau national. Bon, tout ça, c'est le temps de la campagne. Mais est-ce que les Français sont encore dupes de cela? Est-ce que vous ne pensez pas que 10 ans, 11 ans après Sarkozy, qui a fait exactement la même campagne pour faire exactement l'inverse une fois qu'il était élu, mais on peut citer 30 exemples dans leur famille politique. Fauquier fait du Sarkozy? Oui, en dégradé, en moins bon, mais c'est la même entourloupe. C'est juste une entourloupe. Donc moi, je n'ai pas à m'allier à Laurent Wauquiez, qui, quand il était ministre, l'a démontré, est quelqu'un qui a soumis la France à l'Union européenne. Donc quand il râle aujourd'hui sur l'immigration massive, ou qu'il fait semblant de râler, mais enfin, qui a signé Schengen? Qui a signé la directive détachement des travailleurs? Qui a fait l'élargissement à l'Est à 12 pays? C'est eux. Donc excusez-moi, mais j'ai du mal à confier les clés de la France à ceux qui hier ont mal géré notre pays, ont si mal géré notre pays. Florian Philippot, dans l'actualité, 450 millions d'euros pour un tableau de Léonard de Vinci vendu à New York. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire. Je vous en parle parce que tous les journaux en parlent ce matin. Oui, c'est le record jamais réalisé pour vendre d'une œuvre d'art. Oui, moi, si vous voulez, je pense que ça fait partie du patrimoine mondial. Du patrimoine de l'humanité, Léonard de Vinci, toutes ces merveilles. Après, on est toujours choqué. C'est la folie des chiffres, voilà. Oui, bien sûr, on est toujours choqué quand on a l'impression que l'art se transforme simplement en un marché ou de la spéculation. Est-ce que c'est tout à fait nouveau? Non. Maintenant, les chiffres sont plus impressionnants, mais c'est un peu vieux comme le monde aussi. Tant que c'est pour un Léonard de Vinci comme cela, à la limite, on va se dire bon, ça n'a peut-être pas de prix. Ce qu'il faut, c'est que ce soit accessible à l'humanité, que ces merveilles soient accessibles à l'humanité. Je vais même vous dire, ma formation politique, on s'appelle les Patriotes. C'est l'amour de la France. Eh bien, on va mettre en place, on sera le premier mouvement politique à le faire, les dimanches du patrimoine, où on va demander à nos référents départementaux, chaque dimanche, en tout cas pour ceux qui le peuvent, le plus de dimanches possible, eh bien, de proposer à nos volontaires, à nos adhérents et à tous ceux qui voudront nous rejoindre, d'aller revisiter le patrimoine local de leur département et de la France. C'est pas simplement les grands châteaux, ça va plaire à Stéphane Bern, les plus connus, c'est aussi vous savez, les petites chapelles, les petits châteaux, ça peut être un lavoir, ça peut être des remparts d'une ville, d'aller les revisiter, ça coûte rien, c'est magnifique et c'est comme ça aussi qu'on renouera le lien avec la France. Merci Florian Philippot. Les dimanches du patrimoine. Merci d'avoir été notre invité. Merci vous avez eu des contacts avec Marine Le Pen depuis que vous avez quitté le Front National? Non. Aucun. Pas un coup de fil, pas un message? Non, je n'ai pas eu de contact avec Marine Le Pen. Merci beaucoup d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, Florian Philippot, président du mouvement des Patriotes, député européen, conseiller régional du Grand Est, quitte ce plateau. Il était notre invité politique pour débriefer ses propos ainsi que l'actualité. Eh bien, dans la deuxième partie de cette matinale d'info, ils étaient dans la première. J'accueille Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu. Bonjour, et j'accueille Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Rebonjour Cyril. Rebonjour Jérôme. On démarre tout de suite avec cette polémique Charlie Hebdo Mediapart. Je m'adresse à vous, Jérôme Cordelier. On a bien vu qu'on avait assisté à cette polémique toute la semaine à propos de Tariq Ramadan, de la une de Charlie Hebdo sur Tariq Ramadan. Quand on a posé la question ce matin, quand j'ai posé la question à Florian Philippot, est-ce que vous êtes plutôt Mediapart ou plutôt Charlie? Il a clairement attaqué Edoui Plenel, vous avez vu sur ce plateau. Oui. Moi, je trouve ça désolant, cette polémique. Donc, franchement, vous avez le droit. Je trouve qu'il ne faut pas... Je trouve que les mots échangés sont terribles, quoi. C'est vrai que par rapport... Il y a un décalage entre ce qui s'est passé et... C'est ce qu'a dit un peu Florian Philippot ce matin. Je veux dire, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo en 2015, c'est quand même... ça dépasse l'entendement, quoi. Donc... je sais pas, je trouve ça me met vraiment mal à l'aise, cette polémique. Je suis désolé de répondre comme ça. Non, mais vous êtes sincère, Mathieu Verrier. Mais c'est vrai, moi aussi, les mots employés, cette escalade entre Charlie Hebdo et Edoui Plenel me mettent très mal à l'aise. Après, voilà, c'est aussi l'aboutissement d'une querelle idéologique à gauche entre les laïcards et la tendance Plenel d'une laïcité très ouverte, cette querelle qui aboutit dans cette escalade des mots avec
un extrémisme des deux côtés et des mots employés par Edoui Plenel qui sont assez incompréhensibles. Voilà, c'est désolant. C'est désolant. On passe au deuxième sujet abordé lors de cette interview politique avec Florian Philippot, la politique de la ville. Vous avez vu qu'il est très offensif, Jérôme Cordelier et Florian Philippot, sur cette affaire de la politique de la ville, en dénonçant au fond ce qui n'a pas été fait depuis des années, et toujours revenant sur les mêmes thématiques au fond. Oui, il faut espérer que ce soit pas qu'il soit offensif pour des raisons clientélistes, parce que c'est vrai qu'il y a un réservoir d'électeurs dans ces zones, dans ces ghettos. Bon, évidemment, je trouve que c'est un peu outré, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la politique de la ville. Il y a quand même des millions qui ont été engloutis il y a eu des subventions d'associations, voilà, il y a eu beaucoup de choses, quoi, qui ont été faites dans la politique. Il l'a dit, Florian Philippot, qu'il y a eu des choses de faites. Oui. Il fallait en faire le bilan, que certaines n'étaient pas complètement négatives. Je pense pas qu'on puisse balayer comme ça d'un coup en disant... Il n'a pas balayé les choses, mais il a pointé évidemment. Vous avez entendu son exemple sur les associations salafistes qui remplacent l'État dans certains quartiers. Vous avez entendu ce qu'il a dit là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, les associations... Dans l'éducation des jeunes... Très longtemps, évidemment, on en parle depuis très longtemps. Mais je pense qu'on pouvait le dire de manière forte il y a encore quelques années. Je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Le salafisme est implanté en banlieue, attention, je dis pas que... Mais si vous voulez, dire que ce sont les territoires oubliés de la République et que c'est fini et que je crois pas. Alors évidemment, l'enquête de la Voix du Nord démonte ça, puisque s'attaquer aux pompiers et dire que ce sont les premiers caillassés. Mais ce que je retiens de cette enquête aussi, ce qu'a dit un petit peu aussi Florian Philippot, ce qui est important maintenant, c'est que les zones rurales sont touchées. Donc c'est maintenant le foyer, si on peut dire, il est plus sur les zones rurales que sur les banlieues. Alors sur ce thème-là, ça tombe bien, il y a un papier dans la Voix du Nord aujourd'hui sur les agressions contre les pompiers qui augmentent dans les Hauts-de-France. Évidemment, il ne s'agit pas que des quartiers difficiles, mais tout de même, Mathieu Verrier. Mais tout de même, ça continue, le problème persiste. Les associations salafistes, effectivement, sont implantées. Florian Philippot est très à l'aise pour dénoncer tout ça. Quand vos intervieweurs lui demandaient des solutions plus concrètes, c'est un peu plus difficile de le faire parler. Il parle de faire redémarrer l'économie, de remettre l'État. Mais surtout le problème est bien plus vaste que ça. C'est ça le problème. C'est un problème d'éducation, c'est un problème de cadres sociaux, c'est un problème d'exemples qu'on donne à la jeunesse, et c'est un problème de programmes télévisés. C'est un problème de plein de choses, quoi. De stratégie dans le temps. Oui. Voilà. Et donc concrètement, par quel bout prendre ça et comment reprendre l'éducation du début, voilà, et l'éducation qui concerne à la fois les quartiers sensibles et les autres. Il a dénoncé l'Europe aussi. Thème récurrent, à droite. Oui. Sur les Patriotes, donc il est président des Patriotes maintenant, il est en train de transformer donc ce mouvement de départ en parti politique. Il dit qu'il a peu de moyens, qu'il a 5000 adhérents. Vous avez trouvé qu'il était convaincant sur son positionnement comme président, comme chef de parti maintenant? Il est un peu isolé, de toute façon, il ne peut pas faire autrement. Il est un peu isolé. Puisqu'il ne peut pas faire autrement. Il a dû quitter le Front National, il a été poussé dehors, donc... Maintenant, il faut qu'il crée son mouvement. Il faut qu'il essaye de transformer sa notoriété médiatique en fruit électoral. Non, mais il y a beaucoup de monde, j'allais dire, entre guillemets, sur ce créneau politique. Marine Le Pen, bien sûr, Nicolas Dupont-Aignan, avec qui il dit qu'il a des conversations. Mais on est dans une reconstruction totale de la vie politique. Donc il y a beaucoup de monde sur tous les créneaux. Il y a beaucoup de monde sur le créneau de Jean-Luc Mélenchon aussi, puisque comme le dit Alain Juppé, Monsieur Mélenchon a le blues. Il y a beaucoup de créneaux sur le centre. Il y a beaucoup de monde aussi sur le créneau du centre. Il y a beaucoup de monde sur le créneau de la gauche républicaine. Donc voilà, on est dans une reconstruction totale de la vie politique. Alors quand il y a beaucoup de monde sur un même créneau, soit on fait des alliances, soit on démontre sa force par le nombre des adhérents. Vous avez senti des alliances ce matin qui allaient arriver? Non, concrètement, je sens aucune alliance pour Florian Philippot. Au niveau du nombre et de la masse, 5000, c'est encore un peu court. Donc, faudra voir, mais je ne vois pas trop d'espace pour... Le créneau qu'il a, en fait, c'est le créneau qui était occupé par Philippe de Villiers à un moment, il y a très longtemps, à un moment des Européennes en 1989. Donc, il avait fait des super scores et tout. C'est le créneau entre l'extrême droite et la droite extrême. Donc, d'où peut-être un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan. Voilà.
Mais sur ce créneau, il peut être attaqué par Marion Maréchal Le Pen. Donc voilà. Alors, lui rêve d'un nouveau créneau qui agrège aussi un souverainisme de gauche. Oui, vous voulez dire type Arnaud Montebourg Type Arnaud Montebourg, des chevènementistes un peu sur le tard. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire aussi, mais bon, c'est alors, son rêve. On peut lui reconnaître d'être un leader médiatique quand même, Florian Philippot, d'exister médiatiquement. Ah, et exister médiatiquement, oui. Florian Philippot, c'est un excellent éditorialiste. Hein. Il est très bon dans les médias, il est très bon, il est très incisif. Voilà. Mais bon, un leader, il faut encore qu'il prouve qu'il est un leader. Il ne l'a pas encore prouvé. Vous connaissez le fonctionnement des médias autant que nous. Il est encore invité parce qu'il était au FN il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'est pas mauvais sur les plateaux télé. Mais dans quelques mois, dans quelques années, on se dira, mais qu'est-ce qu'il pèse ? On l'invitera s'il pèse vraiment. Mathieu Verrier de La Voix du Nord. On va regarder les unes du Point cette semaine avec vous, Jérôme Cordelier. On commence par vos unes, parce qu'il y en a 3. Ah oui, on a 3 unes. Voilà. Alors l'Algérie, qui est la une du Point national, hein, c'est ce grand pays mystérieux. Voilà, on a fait un enjeu historique, vous dites. Voilà, oui, parce qu'on a été en Algérie faire. Il y a beaucoup de reportages sur la vie quotidienne, surtout en Algérie, et c'est assez étonnant. Ensuite, il y a Strasbourg. Voilà, Strasbourg, on fait tout. On y était il n'y a pas longtemps, vous savez, on a fait une émission. Bien sûr, je me souviens, je vous ai vu d'ailleurs, oui. Voilà. On a fait donc toute une sur Tout change, c'est en mieux. Enfin, on parle beaucoup de la vie quotidienne. C'est vrai qu'elle est belle, la ville de Strasbourg. Il y a aussi un reportage sur le grand contournement ouest, vous savez, qui est le grand chantier, qui est un petit peu, qui risque de devenir le Notre-Dame-des-Landes strasbourgeois, toute proportion gardée, mais c'est une ZAD qui est en train en pleine effervescence. Et on termine par la une, Paris. Voilà, Paris 16, le phénomène Saint-Laurent, le musée Saint-Laurent ne désemplit pas. Il y a beaucoup de monde qui y va, donc on s'est faufilé dans ce musée pour voir. Avec l'histoire des plus belles pièces, qui est très intéressante. Voilà, les plus belles pièces. Et la une Monaco aussi, voilà, qui est Monaco, la futuriste. Parce qu'il se passe énormément de choses à Monaco, et notamment avec, vous savez, tous ces programmes immobiliers qui sont en une et qui permettent de gagner sur la mer. On va gagner sur la mer. Qui sont des programmes incroyables. Juste, je vous donne pour la petite histoire, le prix du mètre carré sur ce programme sur la mer. Combien ? 55 000 € le mètre carré. 55 On a vérifié 4 fois l'information, mon cher Cyril. 55 000 € le mètre carré. Merci beaucoup, Jérôme Cordelier. Merci mille fois, Cyril. Mathieu Verrier. Bon courage. Bonne nouvelle vie à Hong Kong, puisque vous nous quittez pour partir vous installer là-bas. On vous retrouvera en duplex dans cette matinale depuis la Chine. Merci à vous. On passe au Zap Monde, justement. Un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir sur l'actualité dans le monde avec notre partenaire TV5 Monde. On le regarde ensemble. 900, 1000... Dans ces enchères, c'est un homme qui est vendu. Il ira travailler dans la ferme de son nouveau maître. Ce marché aux esclaves est filmé en Libye. Ceux qui sont achetés sont des migrants vendus par leurs passeurs. 340 € pour un jeune homme en bonne santé. Chaque année, ils sont des dizaines de milliers à tenter de rejoindre l'Europe via la Libye. La plupart donnent tout ce qu'ils possèdent aux passeurs pour y parvenir. Quand cela ne suffit pas, ils sont vendus. Going back home now. Before we left, we all have a dream. Isn't it? L'Union africaine a dénoncé dans l'après-midi ce qui apparaît comme un coup d'État. Robert Mugabe n'a donné aucune nouvelle jusqu'ici. Il serait assigné à résidence. Selon la présidence sud-africaine, il aurait parlé avec Jacob Zuma au téléphone, lui assurant qu'il allait bien et qu'il était retenu. J'espère que la force de défense ne bougera pas et ne fera pas plus de dégâts, qu'elle pourra respecter la constitution du Zimbabwe, parce que nous sommes maintenant en contact avec eux et avec le président. L'Afrique du Sud s'est d'ailleurs posée en médiatrice. 2 envoyés spéciaux sont partis à Harare. Tous les regards sont braqués sur eux. Angela Merkel et Emmanuel Macron, véritables têtes d'affiche de la journée à la COP23. Car parmi les 25 chefs d'État et 150 ministres présents à Bonn, c'est bien le tandem franco-allemand qui porte les espoirs de la lutte contre les changements climatiques depuis que les États-Unis ont dénoncé le traité de Paris.
En Europe, nous avons conscience de notre responsabilité. L'objectif de l'Europe, l'objectif de l'Union européenne est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Une vente aux enchères menée tambour battant chez Christie's à New York. La toile Salvatore Mundi, autrement dit le sauveur du monde, a été adjugée en 19 minutes seulement pour un peu plus de 450 millions de dollars, record absolu pour cette œuvre de Léonard de Vinci, désormais la plus chère du monde, loin devant Les Femmes d'Alger de Pablo Picasso, vendue en 2015 pour 179 millions de dollars. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous.